Karine mettre la présentation. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais me présenter et puis présenter les différents intervenants de notre webinaire matinal. Donc, moi, je suis Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme. Je reviendrai par la suite sur qui est Provence Tourisme. Et nous allons faire une présentation à plusieurs voix pour vous parler d'un sujet qui vous a vivement tous intéressés, puisqu'on est très nombreux ce matin. On est presque 90 pour ce webinaire. Donc, au niveau de Provence Tourisme, il y aura Alicia Bani, qui peut faire un petit coucou avec sa main, qui est responsable de la promotion. Elle se présentera tout à l'heure, mais elle s'occupe vraiment, j'allais dire, de façon très opérationnelle de tous les labels. Donc, elle sera aussi votre interlocuteur avec son équipe pour répondre à vos questions. Et Karine Tramier, qui est à côté de moi, qui va faire un petit signe aussi. Qui est responsable du tourisme durable au sein de Provence Tourisme et qui s'occupe évidemment de tout ce qui est stratégie, à la fois au niveau national avec ADN, mais aussi sur tous les projets que nous menons et je vous les présenterai rapidement par la suite. Ensuite, on aura Juliette Ruel qui est là. Qui présentera le guide, qui est responsable aussi de Acteurs du tourisme durable. Je pense qu'elle se présentera. Et puis Marie Guignon, avec qui nous travaillons beaucoup aussi, qui est au sein de ADN, qui est notre réseau au niveau des organismes du tourisme, qui travaille sur la question aussi du tourisme durable. Donc, vous avez là tous les interlocuteurs de ce matin. L'idée, c'est d'avoir une présentation qui va durer 1 heure pour pas non plus vous mobiliser trop longtemps, d'avoir un temps de présentation, mais surtout un temps de questions-réponses. Donc, on laissera un temps à la fin pour vraiment pouvoir échanger et répondre à toutes vos interrogations sur le sujet de la jungle, justement, des labels, et je vais y revenir. D'un point de vue aussi tout à fait pratique, évidemment, cette présentation vous sera mise à disposition, ainsi que le guide des labels, qui est, j'allais dire, presque une Bible, mais que vous aurez entre vos mains. Et nous, on sera vraiment aussi, avec l'équipe notamment d'Alicia et de Karine, à votre disposition à la suite de ce webinaire pour répondre à vos questions. Voilà sur l'agenda de notre matinée. Je vais rentrer tout de suite, je vais faire une rapide introduction, mais je pense que c'est important aussi que vous sachiez qui est Provence Tourisme. Pour certains, vous le savez, pour d'autres non. C'est l'agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône, mais aussi de la métropole, et qui met en œuvre la politique touristique du département. Rapidement sur aussi notre vision et le projet que nous portons sur le territoire des Bouches-du-Rhône. On est absolument sur la question du tourisme durable. C'est vrai que la seule façon aujourd'hui de développer le tourisme sur ce territoire des Bouches-du-Rhône, c'est d'aller vraiment dans ce sens du tourisme durable. 50% d'espaces naturels préservés, 2 millions d'habitants, 8 millions de touristes accueillis chaque année. C'est vrai que l'objectif pour Provence Tourisme n'est pas de développer les flux, j'allais dire, pendant les périodes qui sont chargées, mais plutôt d'étaler la saison touristique toute l'année. Pourquoi ? Pour avoir une fréquentation évidemment durable, qui démarrait en début d'année, en fin d'année, pour avoir aussi des emplois durables et puis aussi préserver l'environnement et la qualité de vie des habitants. Donc, c'est le schéma que nous avons présenté l'année dernière et vous avez sous les yeux vraiment, j'allais dire, l'objectif et l'ambition que nous portons pour ce territoire, c'est développer un tourisme responsable et capable de conjuguer bénéfices, développement économique pour l'économie, l'emploi d'une part, préservation du territoire et de ses habitants d'autre part. Donc, vous le comprenez, c'est la raison pour laquelle on travaille aussi sur ces labels dont nous allons parler par la suite. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour agir pour une destination responsable? Il y a tout le travail d'étalement des flux touristiques. Donc là, évidemment, en matière de communication, de promotion, on va plutôt communiquer sur les périodes qui sont les moins chargées sur ce territoire. Proposer aussi des offres touristiques qui sont hors des sentiers battus. On parle souvent des territoires insoupçonnés et il y en a sur ce territoire. On va accompagner les professionnels pour justement les aider aussi à avoir une offre et des services qui vont dans le sens de ce tourisme responsable et qui tiennent compte de l'évolution des comportements et des aspirations des clientèles. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai que
le Covid a été aussi un accélérateur de tendance. Ces questions du tourisme durable existaient, mais aujourd'hui, c'est presque une priorité. Quand on voit les études, on voit aujourd'hui qu'on a presque 2/3 des personnes qui vont choisir des destinations durables, qui vont être plutôt sur des offres aussi qui sont dans ce sens-là. Donc, c'est une tendance qui était, j'allais dire, un peu souterraine, mais qui est devenue vraiment importante et lourde aujourd'hui. Et donc, on va accompagner ce sujet-là et cette évolution des comportements. Ces engagements, ils sont portés au niveau national. Provence Tourisme anime avec ADN cette commission du tourisme responsable avec un certain nombre d'actions concrètes qui sont portées par l'ensemble du réseau, 1200 structures aujourd'hui engagées. Et puis évidemment, on n'est pas juste dans la sensibilisation, il faut que Provence Tourisme soit exemplaire. Donc, on est engagé aujourd'hui dans la Convention des entreprises pour le climat et on va travailler sur une feuille de route qu'on vous présentera dans quelques mois. Et puis, Provence Tourisme travaille aussi, et on aura, je vais dire, dans quelques mois, cette certification ISO 20121 pour tout ce qui est événementiel durable. Donc, on est nous-mêmes engagés dans des actions concrètes sur ce sujet-là. Alors, nous travaillons sur un programme que nous avons appelé Expérience Provence, qui est issu du schéma. Alors, l'Expérience Provence, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un ancrage territorial. Vous avez les grandes thématiques que vous avez affichées à l'écran. L'idée, c'est que ce qu'on travaille au niveau de l'offre touristique, elle ressemble à ce territoire et à l'ADN de ce territoire, donc un ancrage fort. La question de l'hospitalité, comment on fait, nous, acteurs du tourisme et vous, professionnels, pour passer de l'accueil à l'hospitalité, c'est-à-dire le geste d'accueil encore plus fort et qui nous permet d'accueillir différemment aussi les visiteurs sur notre territoire. La question du partage, accueillir sur ce territoire des visiteurs, c'est aussi que les habitants deviennent des ambassadeurs du territoire, qui soient eux-mêmes engagés dans l'accueil et qui soient presque des professionnels du tourisme. La question de l'environnement, je l'ai dit en introduction, 50% d'espaces naturels préservés. La question de l'environnement, elle est prioritaire. On doit travailler à la préservation de l'environnement. La question de l'identité, quand on travaille une offre touristique, eh ben on va travailler aussi la gastronomie, nos produits du terroir, des offres qui sont spécifiques, nos artisans. Donc nous, on travaille à la valorisation de ce qu'on appelle nos talents, dont vous faites partie. La question de l'originalité, ce territoire, il est particulier et on va aussi présenter ce qu'il a d'unique et d'original. Et puis la question de l'émotion, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de ce qu'on a vécu? C'est souvent l'émotion, la rencontre, quelque chose de particulier qu'on a vécu sur un territoire. Voilà ce programme d'Expérience Provence. On aura un certain nombre de webinaires que nous allons vous proposer, notamment sur l'Expérience Provence dans une deuxième partie de l'année. Et aujourd'hui, on est sur tout ce qui concerne les labels. Donc, on a déjà eu un webinaire sur Écotable ou sur Clé Verte, qui sont des labels qui nous permettent aussi d'engager les professionnels sur ce tourisme responsable. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce guide des labels. Alors, comment se repérer? Parce qu'il y en a énormément et il y a un travail considérable qui a été fait par ATD et ADN. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Juliette, qui va donc nous présenter le label, ce guide des labels avec Marie d'ADN. Merci à tous et on répondra à vos questions à l'issue de cette présentation. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Juliette Ruel. Je suis animatrice du réseau Acteurs du tourisme durable, donc ATD, qui est un réseau de tous les métiers du tourisme, des professionnels du tourisme. On a à peu près 250 membres au niveau national et on travaille sur ces questions-là. Donc merci pour l'intervention. Je suis ravie de vous présenter ce guide. Donc on y va. Ce guide, il a été réalisé donc en partenariat avec ADN Tourisme. C'est notre première action commune. En fait, on avait au sein des deux réseaux une volonté de travailler sur ces sujets-là et nos deux approches étaient complémentaires. Donc là, vous avez à l'écran les labels qu'on a étudiés dans la première version de notre guide. Donc ceux que vous retrouverez dans le guide, voilà. Donc on a uni nos forces. Il existait déjà quelques études sur les labels. Une première étude qui avait été réalisée par l'ADEME où il y avait seulement quelques labels qui étaient étudiés. Un autre guide du CRTL Occitanie qui présentait aussi de nombreuses démarches. Nous, on a voulu aller un petit peu plus loin en se mettant vraiment à la place du professionnel. Donc notre cible, c'est vraiment les professionnels, les socioprofessionnels et les territoires de tourisme.
s'interrogent à aller vers une labellisation, qui sont, comme l'a dit Isabelle, perdus face à la multitude de labels qui existent. Et donc, on avait ressenti au sein de nos 2 réseaux une volonté d'engagement, un besoin d'information et de clarification. Donc, notre réponse, via ce guide, c'est que c'est un outil d'accompagnement, d'aide à la décision et à l'obtention, de ces démarches de labellisation. Il y a une partie à la fois pratique, dans ce guide qui vous sera présenté par Marie dans quelques secondes et une partie plus analytique que je vous présenterai après, qui correspond au travail, qu'a fait ATD. Donc juste important de rappeler que pour, nos 2 structures, les démarches de labellisation, donc il y en a de plusieurs types. D'ailleurs, vous avez un lexique dans le guide qui pourra vous aider à vous y repérer parmi, les labels, marques, normes et cetera. Pour nous, ces démarches, ce sont des véritables cadres de référence qui permettent d'établir un plan d'action pour pouvoir, définir ou approfondir sa stratégie, de tourisme durable au sein de sa structure. Donc, je laisse la parole à Marie pour présenter la première partie des fiches. Et on pouvait passer la slide suivante. Merci Juliette et merci Provence Tourisme pour l'invitation. Donc Marie Guignon, je suis chargée de mission tourisme responsable à la fédération à ADN Tourisme. Ça fait 4 ans que je suis là. Ce guide, donc, c'est l'aboutissement d'un an et demi, 2 ans de travaux communs avec ATD, comme l'a dit Juliette. Côté ADN, on s'est plutôt penché sur la partie vraiment pratico-pratique autour d'une démarche. On va dire la forme qu'il y a autour du label, là où ATD s'est plutôt penché sur le fond et le contenu des référentiels. Du coup, pour les 28 démarches qui sont présentes dans la première version du guide qui est sortie il y a à peu près 1 an, au mois de début juin l'an dernier, l'idée était pour savoir, en dehors de la partie carte d'identité, donc vous avez l'exemple de l'écolabel européen qui est affiché actuellement avec qui, depuis quand, combien il y en a, quelle échelle, est-ce qu'il y a une graduation, comme un petit peu les villes et villages fleuris, par exemple, qui ont un nombre de fleurs. Donc ça, c'est vraiment la partie, voilà, on l'a appelée fiche d'identité. L'idée, c'était d'aller, plus loin et de savoir, pour un candidat, comment il doit s'organiser, vers qui il peut se tourner, quel budget il doit, avoir en tête pour, la labellisation, qu'il choisit et cetera. Vas-y Karine, tu peux passer. Donc on a ou Alicia, je ne sais pas qui est-ce qui est aux manettes. On a fait, divers entretiens pour vous expliquer un petit peu la méthode qui nous ont permis de collecter les informations que vous voyez à l'écran. Des entretiens avec les propriétaires ou gestionnaires des démarches dans un premier temps. Des entretiens aussi avec des candidats ou des labellisés pour avoir aussi leur retour. Et si toutefois il y avait un accompagnement qui était proposé par notre réseau, donc par les OT, les ADT ou les CRT, comme le fait Provence Tourisme, donc pour Écotable, pardon, et Clé Verte, on a aussi interviewé les accompagnateurs pour avoir un petit peu leur retour. Euh, donc, à passer la première page, donc chaque fiche de chaque démarche comporte 6 pages. 3 sur le côté pratique, comme je vous disais, que nous avons étudié nous, et 3 pour la partie plutôt analyse des référentiels que Juliette vous présentera après. La première page se pose sur donc la partie identité que vous avez vue juste avant. La deuxième page, c'est vraiment pour le candidat, comment il doit s'organiser. Donc là, pour l'exemple de l'écolabel européen, vous voyez que la démarche, c'est une démarche qui doit être remise à plat tous les 2 ans. On est labellisé pour 2 ans. Les 3 petits bonhommes, c'est qui doit participer. Donc ça nécessite quand même 30 d'un équivalent temps plein pendant la moitié de l'année. Une formation qui n'est pas obligatoire, mais qui est conseillée. Et le petit chronomètre, c'est entre le go, j'y vais, je me lance, et le OK, j'obtiens la validation effective de la labellisation. Combien de temps à peu près il peut se passer? Vous avez ensuite les prérequis ainsi que le processus d'engagement, toutes les étapes qu'il faut faire pour la candidature et l'obtention. Next, les filles. Je ne sais pas qui est aux manettes. Karine. Ensuite, vous avez les modalités de contrôle qui vous permettent de savoir s'il y a un audit, par qui est fait l'audit, tous les combien, qui valide l'audit. Est-ce que c'est, voilà, donc là, en l'occurrence, pour l'écolabel, ce n'est qu'un exemple, hein, vous pourrez retrouver les informations des autres démarches également. L'audit est fait par AFNOR Certification, le jury également, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Est-ce qu'il y a un audit terrain, documentaire? Parfois, les 2 s'alternent. Avec un audit terrain tous les 4 ans, mais du documentaire tous les 2 ans.
Voilà, donc quand on dit audit, documentaire, c'est fournir des factures, fournir des relevés de compteurs d'eau, d'électricité, factures d'achat et cetera qui, sont des preuves mais, sans avoir un besoin d'aller sur le terrain. Il y a également un encadré sur le budget, donc on n'a pas fait le screenshot intégral des fiches, mais vous les retrouverez en téléchargement. Et la troisième page sur lequel s'est penché ADN Tourisme, c'est, prendre un peu de recul sur la démarche et présenter, sa gouvernance, donc comment elle évolue, qui est aux manettes des référentiels, qui est aux manettes de la stratégie de développement, du label, de la certification et cetera. Et enfin, qui peut accompagner le candidat? Est-ce que c'est le propriétaire lui-même? Est-ce que ce sont des organismes institutionnels du tourisme ou pas? Ou est-ce que ça peut être d'autres structures? Là, en l'occurrence, pour l'écolabel, on a des bureaux d'études et des cabinets privés qui accompagnent. Sur d'autres démarches, ça peut être les CCI, la Fédération des parcs, enfin le parc du coin, enfin toute autre structure qui peut parfois accompagner. Voilà, donc avec ces 3 pages, sur la partie pratique de la démarche, vous voyez un petit peu depuis quand elle existe, combien il y a de labellisés, ce qui peut vous permettre de vous donner un petit peu le poids de la démarche, comment c'est audité, pour voir un petit peu quelle fréquence, quel sérieux est mis, sur les audits et la vérification des critères de qualité. Combien il y a de critères aussi, combien de on a mis un petit mot sur, le nombre de critères si on l'a, parce que des fois ça peut être variable, pour un même référentiel selon qu'on ait un hébergement ou un restaurant et cetera. Ça peut être le cas de clé verte et combien sont obligatoires à peu près, histoire de voir aussi, dans quoi vous vous engagez. Le temps nécessaire, quelle organisation interne. Donc tout ça, ça va vous permettre de, choisir un petit peu la démarche qui vous convient, qui vous correspond le mieux, qui répond à vos attentes. En complément, je laisse Juliette, présenter la partie, sur les objectifs de développement durable. Oui, donc les objectifs de développement durable que vous avez là sous les yeux, donc je rappelle, quand même pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, ils ont été adoptés en 2015, par les chefs d'État et de gouvernement qui étaient réunis lors, du sommet spécial sur le développement durable. En fait, c'est l'agenda 2030 qui fixe ces 17 objectifs-là, qui sont déclinés en 169, cibles, donc des moyens d'action. L'objectif, c'est de répondre aux défis communs en se fondant sur les 3 dimensions du développement durable, donc l'environnement, le côté social et le volet économique. Donc vous allez me dire: «Mais quel est le lien avec le tourisme?» Alors il y en a. Selon l'ONU, ces objectifs répondent, indirectement ou directement au tourisme. D'ailleurs, le tourisme lui-même est cité dans 3 des objectifs, donc notamment dans le numéro 8, qui est promouvoir un soutien, une inclusion et une durabilité, la croissance économique et un travail décent pour tous. Le tourisme est également cité dans le numéro 12, assurer les modes de consommation et de production durables. Et il est également cité dans le 14, conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour un développement durable. Donc on a choisi d'utiliser cette référence, internationale et universelle pour, commencer notre étude. Vous pouvez changer la slide. Donc notre travail, donc il part de ces objectifs. Il a été inspiré, je pense que c'est important de le dire, d'un travail qui a été réalisé par Clé Verte, qui est disponible sur leur site internet. On s'en est inspiré pour, monter notre méthodologie. Donc l'objectif de notre méthodologie, c'est de mettre en lumière la manière dont sont traités ces objectifs de développement durable dans les référentiels de chacune des démarches. On va vraiment regarder les critères et les référentiels qu'il y a dans le contenu de ces référentiels pour chacun de ces labels démarches. Donc l'objectif, c'est de faire ressortir lesquels ODD, les ODD pour lesquels chacune des démarches est réellement engagée et donc qui abordent à chaque fois les thématiques de ces objectifs de développement durable-là. Donc on associe en fait les critères du référentiel avec nos ODD. Donc comment on a fait ceci? Déjà, comme vous le savez, les définitions des ODD, elles sont assez larges. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter les définitions appliquées au tourisme de ces objectifs dans notre guide. Et donc, on a identifié à chaque fois des thématiques pour chacun des ODD et qui, de cela, ont découlé 2 ou 3 indicateurs. Donc, c'est ce que vous avez là dans la colonne indicateurs. Ce sont des grandes thématiques et on va voir si les critères abordent ces thématiques ou pas. Donc, ça nous permet de constituer notre grille d'analyse. Ensuite, du côté des référentiels et donc des critères, c'est les colonnes que vous avez sur la droite.
On a été voir si, selon nous, le critère avait un impact direct ou indirect sur l'indicateur et donc l'ODD. On a été voir également si c'était des critères obligatoires ou recommandés pour obtenir la labellisation. Si c'est obligatoire, ça va donner plus de points, on va dire. Et ensuite, on a été voir si c'était des critères qui étaient à objectif de résultat. Ça veut dire qu'on avait besoin d'une preuve, une facture, par exemple, pour le valider, ou si c'était des critères qui étaient objectifs de moyens. Par exemple, ça peut être un engagement sur l'honneur. Ceci aboutit à un barème que vous retrouverez dans le guide, qui permet de définir en fait un niveau de traitement. Donc, c'est les 4 traitements que vous avez là. Soit il n'est pas abordé, parce qu'on n'a pas réussi à faire concorder des critères avec nos indicateurs, simplement. Soit il est abordé de manière partielle, on a réussi à trouver quelques similitudes. Soit il est abordé de manière modérée, donc on en a trouvé un peu plus. Et soit, selon nous, il est abordé de manière principale, et donc il aborde de manière principale l'objectif de développement durable. Donc, c'est le niveau le plus haut. On peut passer à la slide suivante. Il y a un diagramme qui accompagne ces tableaux. Ces diagrammes, ce sont la conclusion visuelle en fait de ces tableaux. Mais attention, il faut bien les lire avec le contenu qu'il y a dans le tableau. Donc, par exemple, quand il n'y a pas de case, c'est qu'il est non abordé. Quand la case n'est pas colorée, c'est qu'il est non abordé. Quand il y a une case colorée, c'est qu'il est abordé de manière partielle. 2 cases abordées de manière modérée et 3 cases de manière principale. Donc pour ces diagrammes, attention, un diagramme qui n'est pas beaucoup coloré, ça veut pas dire que c'est une mauvaise démarche. Ça veut dire qu'il n'aborde pas, selon nous, les objectifs. Et il y a des labels qui sont aussi très spécifiques, par exemple, tourisme et handicap, qui vont aborder vraiment certains aspects, plutôt des aspects social, sociétal. Donc, on va voir dans ce diagramme que ces aspects-là, ils seront plus colorés, par exemple, que l'aspect environnemental. Et il y a aussi des labels qui ont évolué, qui ont fait évoluer leur référentiel grâce à ces objectifs. C'est le cas notamment de Clé Verte. C'est pour ça que vous trouverez dans le guide des roues plus colorées que d'autres. Voilà. Il y a également un comité final de relecture qui s'est réuni pour observer l'objectivité en fait des résultats de nos travaux. Donc ça, c'est important. Et à la suite de ce diagramme-là, il y a également un commentaire des auteurs qui permet en fait de montrer les points différenciants qu'on a pu nous relever durant notre analyse de chacune des démarches. Voilà. Donc ça accompagne aussi l'étude. Il y a un petit cas particulier, ça va être pour certaines démarches où on n'a pas pu avoir les référentiels, ou alors ils n'avaient pas de référentiel, ils fonctionnaient par exemple avec des chartes et pas des critères précis comme on le demandait. Là, pour le coup, on n'a pas fait le tableau et le diagramme, on a fait seulement un petit texte qui explique les 3 ou 4 ODD pour lesquels on pense que cette démarche-là aborde principalement ces ODD-là. Voilà, donc ça peut être un cas particulier que vous pouvez trouver dans le guide. Et je repasse la parole à Marie pour la suite. Merci Juliette. Karine, je veux bien la slide suivante. Merci. Du coup, en mode de conclusion, on peut vous dire, donc, en plus de l'analyse des 28 démarches qu'on a dans cette première version, oui, on fait du teasing parce que qui dit première version dit qu'il y en a une deuxième en préparation. Donc, on a un lexique dont parlaient tout à l'heure les filles, qui permet de définir différents termes autour des démarches de labellisation, qui est nous notre terme générique pour inclure tout le monde. On a aussi quelques bonnes pratiques pour bien appréhender une démarche avant une labellisation, les questions à se poser. Est-ce que mon entreprise est prête? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, etc. Au sein de l'entreprise, et aussi les questions à se poser au sein du service, selon la structuration. Est-ce que mon service est assez prêt? Est-ce qu'il y a la RH nécessaire, etc. Et post-obtention d'une démarche, qu'est-ce que je dois faire côté communication, valorisation, un petit peu à quoi ça m'engage? Quelle animation? Est-ce qu'il y a une structure qui anime un peu localement aussi entre labellisés de la même démarche? Et enfin, vous avez un tableau récap, quelle démarche pour qui? Laquelle est faite pour moi? Donc vous êtes hébergeur, vous prenez la colonne hébergeur et vous voyez tous ceux qui, dans les cibles, peuvent correspondre aux hébergeurs. Petit QR code qui renvoie vers le guide ainsi que nos mails, Juliette et moi. Et donc, pour le teasing, on va vous dévoiler
Karine, s'il te plaît. La V2 sur laquelle on est en train de travailler. Tu as squeezé ma dernière slide. C'est une erreur, je suis désolée. Donc le teasing est complet, c'est un le vrai suspense teasing. également. Il y en a 22 en préparation complémentaire. Donc maintenant que notre méthodologie a été épurée et stabilisée, testée l'an dernier, on la duplique donc une nouvelle fois avec le même format pour inclure 22 nouvelles démarches que je n'ai pas soulignées, que je ne connais pas par cœur, mais tant à destination des sociopros que des territoires. De mémoire, il y en a une quinzaine, je crois, pour les sociopros et 7 ou 8 pour les territoires. Ça doit faire plus ou moins 22, avec notamment les 2 démarches Valeurs Parc et Esprit Parc qui sont dans les parcs. On a Bon pour le climat, Green Food, Village Étape, Bienvenue à la ferme, Écogite, Accueil paysan. Alors, je ne peux pas tous les citer. Non, mais Marie, on Voilà. rajoutera, on rajoutera le Je vous laisserai remettre la dans la slide. présentation. Voilà. Voilà. Ce qui nous permettra d'aboutir donc au moment de la publication de cette seconde version avec une actualisation de la V1 si quelques critères ont changé, si quelques éléments budgétaires ont changé dans le premier groupement de démarches, d'obtenir à l'analyse de 50 démarches en tout pour vous aider dans vos choix de qualification. Voilà. Merci beaucoup, Juliette et Marie. Pour terminer, avant de laisser la place aux questions, je vais donner la parole à Alicia, puisque là, on va rentrer dans le concret. Et puis, voilà, on se mettra vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos souhaits. Alicia, c'est à toi. Merci et bonjour à tous. Comme Isabelle Brémond vous l'a présenté, dans le cadre de l'expérience Provence, du programme Expérience Provence, on déploie au sein du service promotion de Provence Tourisme tout un tas d'actions concrètes pour aider les professionnels à aller vers plus de responsables, plus de durables. Alors, il y a les webinaires comme celui d'aujourd'hui. On en aura d'autres au fil de l'année. Le prochain sera sur les aides pour financer son éco-transition. Et on s'appuie aussi sur des labels que vous voyez là sur la slide. Certains labels qui sont accessibles finalement à tout type de structure, comme peut l'être le label Tourisme Handicap ou le label Accueil Vélo. 2 labels, un spécifiquement pour l'hôtellerie qui est Clé Verte. Alors, il n'est pas uniquement pour l'hôtellerie, mais à Provence Tourisme, on accompagne spécifiquement l'hôtellerie dans ce label-là depuis l'année dernière. Et enfin, Écotable, le dernier à rentrer finalement dans notre panel d'aide à vous proposer, celui-ci pour la restauration. On est à votre service à tout moment. Vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions sur ces labels en particulier, après, bien sûr, vous êtes référé au guide ADN Tourisme. On sera là. Merci, Alicia. Et on va poursuivre, dernier slide avec Karine pour des approches plus globales ou des sujets qui dépassent ces propositions très opérationnelles présentées par Alicia. Bonjour à tous, je suis Karine Tramier. Karine, t'es mute? Karine, on ne t'entend pas. Il faut que tu réactives ton micro. Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui. Ok, donc pardon, je reprends. Je suis donc Karine Tramier, responsable tourisme durable au sein de l'équipe de Provence Tourisme. Comme le disait Isabelle tout à l'heure, donc nous avons en charge finalement comment mettre en musique ce programme de tourisme durable à la fois sur notre territoire, mais aussi auprès de nos pros et auprès de nous-mêmes pour être exemplaires. Donc, pour
vous, les pros, pour vous, nos partenaires, vous connaissiez peut-être le dispositif THEMA d'accompagnement aux porteurs de projets touristiques du territoire. Il est maintenant décliné en éco-THEMA. Donc, c'est-à-dire que pour toute question, quelle qu'elle soit, pour toute approche, pour toute recherche de partenaires, de financement, de prestataires, de choix de labels, pour entrer dans les démarches, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous serons là pour vous aider dans la mesure du possible. Peut-être que ça sera en faisant de la médiation vers un de nos partenaires qui travaille avec nous sur le sujet. Voilà, nous sommes là pour vous répondre et pour finalement aider quand on s'approche de ce sujet. Ben, on l'a vu, hein, c'est souvent complexe. On ne sait pas trop par quel bout attraper le truc. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avancer, faire un pas. Ben, peut-être un des premiers pas, c'est de nous contacter, de nous exposer vos projets et comme ça, ensemble, on arrivera à dérouler le fil et la pelote. Merci. Merci. Ce que je vous propose, il nous reste un petit peu de temps, c'est vraiment de rentrer aussi dans le vif du sujet avec vos questions, vos suggestions. Enfin, c'est à vous. Et je pense qu'Alicia fera la médiatrice. Absolument. Vous pouvez poser les questions dans le chat ou lever la main si vous en avez, pour qu'on ne parle pas tous en même temps. On vous enverra à l'issue du webinaire à tous les participants la présentation, le lien pour le téléchargement. Il y a des questions. Il y a Arlotel, oui. Oui, bonjour. J'avais une question juste, c'était savoir pourquoi Mail Provence privilégie plutôt le label Clé Verte pour les hôtels que l'engagement RSE. Qu'est-ce qui a motivé de mettre en avant ce label-là? Quels sont ses avantages? Alors, je réponds. On peut tous répondre. Alors, c'est vrai qu'on s'est engagé dans cette démarche aussi parce que la ville de Marseille s'est aussi engagée fortement. Et pour nous, ça paraissait plus cohérent d'avoir une démarche territoriale qui soit harmonisée, puisqu'il y avait beaucoup d'hôtels qui étaient labellisés Clé Verte. On trouvait d'ailleurs ce label, mais je pense que Marie ou Juliette pourront aussi confirmer. Vraiment intéressant, assez simple. Ça permettait de mettre le pied à l'étrier aussi pour les hôtels. Marseille était engagée, du coup on a vraiment poursuivi dans la démarche pour qu'on ait une démarche territoriale harmonisée. Je ne sais pas si Juliette ou Marie. Moi, je veux bien compléter. Engager RSE, donc c'est une des démarches qui labellise la norme ISO 26000, qui est une norme non certifiable dans le domaine des ISO. La France ayant peur du vide, l'espace a été occupé par différentes démarches de labellisation, donc il y a Engagé RSE. Il y a aussi Bicorp et Lucie notamment, qui seront d'ailleurs dans le guide V2 pour pouvoir en comparer plusieurs qui ont plus ou moins les mêmes objectifs autour de la RSE. Déjà, Engagé RSE, il n'est pas spécifique au monde du tourisme, alors que Clé Verte peut l'être, si je m'adresse dans un point de vue hébergement. Et Engagé RSE est davantage un outil de pilotage interne qui labellise l'organisation de la structure et pas forcément ses activités en tant que telles. Donc, elles sont intégrées forcément via la manière dont elles sont proposées, mais l'activité en tant que telle est moins considérée dans Engagé RSE que dans Clé Verte qui porte vraiment sur le côté la proposition de service d'hébergement. D'accord. Il y en a un, la RSE est bien quelque chose d'interne à une structuration d'entreprise, quelle que soit l'entreprise, là où d'autres, et c'est très intéressant d'aller aussi dans ces démarches-là, là où les démarches, alors si je prends Écotable ou Clé Verte, vont plutôt pencher sur l'activité en considérant une partie de la structure. C'est l'inverse en fait. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat de Juliette Pic de Tourmag. Est-ce que le guide présente tous les labels ou met en garde contre de possibles labels moins sérieux, type greenwashing? Pour Marie et Juliette. Ouais, oui. Je peux essayer de répondre et Marie, tu complètes si tu veux. Donc nous, on n'a pas voulu, être non plus exhaustif dans le choix qu'on a fait pour l'instant. On a des labels qui pour nous ont des attributs en lien avec le tourisme durable. Après, il faut aller regarder aussi dans les éléments qu'on met en avant, c'est-à-dire tout ce qui est la partie exigence du label
on regarde les audits de terrain, si c'est un jury extérieur, si c'est un audit extérieur aussi, s'il y a des prises de sanctions qui sont possibles. Donc, il y a des éléments dans le guide pour aller aussi voir si ce sont des démarches qui sont sérieuses. Après, pour la version 1, on a quand même mis celles qui nous semblaient sérieuses. Voilà. Ouais, je vais compléter un tout petit peu. Effectivement, de par nos deux structures, je vais le dire clairement, on n'était pas là pour le coup, pour faire du bashing sur les démarches. Certaines peuvent être plus sérieuses que d'autres pour une même personne, certaines plus légères, d'autres plus strictes. Mais après, il y a aussi un côté où elles permettent toutes de la qualification, généralement. Donc, ça dépend d'où on part, ça dépend où on veut aller, ça dépend combien de temps on a à y consacrer. Et après, effectivement, ça se lit un petit peu entre les lignes, comme le disait Juliette, sur la fréquence des audits, quel type de jury, tous les combien on est réaudité aussi, la longueur, la fréquence de la démarche. Après, est-ce qu'on présente tous les labels? Alors, sur la question de l'exhaustivité, je vais tout de suite répondre non. On en aura 50 à l'issue de la deuxième version. Il en existe encore, si on veut. Il y en a même qui toquent à la porte pour rentrer dedans. Dans le guide, dans notre analyse, on ne peut pas avoir l'exhaustivité. Il y en a des nouvelles qui se créent, il y en a qui sont locales, donc c'est un petit peu plus difficile aussi. On n'a rien contre les démarches locales, mais généralement, elles ont plus comme objectif principal une cohésion territoriale avant tout, l'engagement des acteurs autour de certaines valeurs, etc. Donc c'est un petit peu plus difficile pour nous à analyser d'un point de vue national, parce que bah, forcément, les voisins, si c'est une démarche de chez vous, les Bretons vont peut-être pas se sentir concernés. Euh, et euh, et l'exhaustivité est très compliquée. Il y a aussi des démarches internationales qu'on commence à intégrer. On essaye toujours qu'elles aient une accroche en France, un candidat labellisé en France avant d'en intégrer une. Après, toutefois, il peut y avoir des bonnes démarches internationales, pas encore du tout ou pas encore très présentes en France. Et il y en a pléthore, malheureusement, il s'en crée encore tous les jours. Mais effectivement, la V1 était celle qui était avec le plus de notoriété ou le plus demandé, le plus attendu, le plus développé déjà. Donc, ça nous semblait très cohérent de les analyser, et on complète par d'autres qui sont un choix. Voilà. Et pour être transparent, le choix du périmètre des démarches qu'on met, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas explicité. ATD, tout comme ADN Tourisme, on a 2 groupes de travail. On a fait une longue liste avec Juliette de tout ce qu'on avait, entre guillemets, sous le coude, et les 10-15 membres de chacun de nos groupes de travail, donc c'est une vingtaine de personnes qui ont voté on leur a donné, voilà, choisissez-en 20 pour le deuxième guide. Et donc, ça a été voté par une 20-25 personnes pour les choix de ceux qu'on met dans la V2. Donc, et c'est des gens qui sont déjà du terrain comme vous, quoi. Alicia, il y a d'autres questions dans le chat? Dans le chat, non. On nous a demandé le guide. Je vous ai remis le lien en téléchargement. Je peux juste rajouter un petit quelque chose. Effectivement, on a voulu que ce guide il soit gratuit. On aurait pu, on aurait pu le réserver qu'à nos membres de nos 2 réseaux. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans une première phase de test durant les premiers mois l'année dernière. Et après, on a décidé qu'il soit gratuit, ouvert à tous les professionnels du tourisme, pour vraiment essayer de diffuser ce guide et qui puisse servir en fait à tous les professionnels et pas seulement aux membres de nos réseaux. Donc ça, c'est une volonté vraiment de nos 2 réseaux qui soient accessibles à tous. Et ce sera la même chose pour le volume 2. Y a-t-il d'autres questions? Voilà. Des remarques? Il y a Christine, le gargasson, qui nous dit qu'elle a bien testé le guide et qu'il est en open data. Mais sinon, apparemment, on a été clair. Il n'y a plus de questions. Bon. S'il n'y a plus de questions ou de remarques, merci à Juliette et Marie. Je pense que vous avez été très claires. La preuve en est.
Nous, on reste Provence Tourisme à votre disposition, que ce soit Karine ou Alicia. N'hésitez pas. C'est vrai que j'imagine que peut-être le sujet va aussi mûrir, qu'à l'issue de la lecture du document, vous allez peut-être avoir des interrogations, mais vraiment, on est à votre écoute. En tout cas, merci pour le temps que vous avez consacré. Et puis, on se retrouve pour un prochain webinaire dans peu de temps. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.